La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Il est 7h14, les voix de l'économie. Votre invité Stéphane, le président d'Europa Nova. Bonjour Guillaume Clossin. Bonjour Stéphane. Bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes également président du Conclave. C'est un groupe de spécialistes d'horizons variés. L'objectif est d'effectuer des propositions pour l'agenda stratégique de l'Union européenne à partir de 2024. D'abord, l'instabilité politique française. Elle est observée attentivement par nos voisins européens. Est-ce que vous avez le sentiment que la France aujourd'hui représente un danger pour l'avenir de l'Union européenne ? Oui, l'instabilité politique, c'est une, je dirais, dominante européenne, parce que quand on regarde l'ensemble des États membres, vous voyez qu'en Allemagne, il y a des élections qui n'ont pas été prévues avec une coalition qui a implosé. On n'est pas très sûr du résultat des élections allemandes. En Roumanie, même situation. En Bulgarie, il y a eu des élections. La Belgique n'a toujours pas de gouvernement. Donc, la France n'est pas vraiment isolée. Le sujet, c'est que la France est un pays systémique et que si la France va mal longtemps, elle peut entraîner l'ensemble de l'Union européenne dans sa débâcle et ça, personne ne le souhaite. D'autant que l'Union européenne déjà va mal. Mario Draghi mettait en garde à la rentrée de septembre contre le risque de décrochage de l'Europe. Objectivement, ça n'est pas qu'un risque. Le décrochage, il est bien réel. Le conclave, le premier conclave qui a eu lieu avec le président du Conseil européen, beaucoup d'intellectuels, des industriels, il y a un peu plus d'un an, pointait l'existence d'un décrochage. Et c'est un décrochage systémique, c'est-à-dire industriel, technologique, boursier, scientifique. Et ce décrochage, il est le résultat d'une volonté conjointe des États-Unis et de la Chine de mettre l'Europe en étau. Et donc le sujet pour nous, Européens, c'est de sortir de cet étau qui nous asphyxie. Et ce décrochage, les entreprises le mesurent concrètement, notamment dans la tech. On a de plus en plus de mal à lever des fonds, à attirer les investisseurs. Est-ce que c'est uniquement lié au décrochage de l'Europe ? Vous connaissez bien le sujet, vous êtes président d'une deep tech spécialisée dans l'amélioration du diagnostic médical grâce à l'intelligence artificielle. Alors, ça vient de plus loin en fait, parce que le défi qu'on a aujourd'hui dans la technologie, c'est qu'on vit une révolution technologique depuis une vingtaine d'années, avec le numérique et l'intelligence artificielle, on en parlait tout à l'heure, qui nécessite une taille critique. Et pour ça, les entrepreneurs, et je parle en ce titre, ont besoin d'une base arrière massive, mais aussi ont besoin d'instruments pour consolider les marchés. C'est-à-dire plus de soutien des gouvernements, de l'Union européenne. Non, mais je vais vous donner un exemple. Le problème, c'est qu'on a besoin d'un vrai marché intérieur européen. Le rapport du conclave, le rapport l'État, le rapport Draghi l'ont dit, mais notamment dans les domaines des nouvelles technologies, mais aussi dans le domaine de la santé, par exemple. Les Européens devraient être les leaders mondiaux de la santé. On est en train de décrocher, tout simplement parce que ce marché n'existe pas, parce que chaque fois qu'on a une directive, c'est renationalisé à l'échelle nationale. Et donc, à quoi sert l'Europe si les États renationalisent pour recréer des spécificités ? Ça, c'est un vrai problème. Mais le vrai sujet aujourd'hui, c'est que l'accélérateur, aux États-Unis comme en Chine, c'est la puissance de l'armée. Parce que l'armée américaine, par exemple, a un budget d'investissement de l'ordre de 150 milliards de dollars, c'est-à-dire la moitié de la totalité de la R&D européenne. Nous, on a des micro-armées qui refusent de travailler ensemble. Donc, on a besoin de structurer, d'avoir une structure organisationnelle des armées qui est capable de faire de la commande publique ensemble pour soutenir notamment le développement des technologies. Et ça, c'est le cas des États-Unis, c'est le cas de la Chine. Et puis, on a besoin aussi de pouvoir prendre plus de risques et de professionnaliser les ventures. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, tant à l'échelle nationale qu'à l'échelle européenne, pour pouvoir être compétitif par rapport aux Américains et ne pas faire que dès qu'il y a un succès américain, vous parliez il y a quelques jours, je crois, avec les dirigeants de Mistral, tout le monde a le soupçon que Mistral veuille devenir américaine. C'est pas qu'elle veuille devenir américaine, elle veut rester européen, mais on n'a pas le marché boursier de taille critique. On n'a pas l'armée de taille critique. On n'a pas la capacité d'investissement à l'échelle nationale et à l'échelle européenne qui nous permettent de garder nos pépites en Europe. Et ça, c'est un vrai défi. Parmi les propositions du conclave, vous dites qu'il faut que l'Europe fasse le choix de la puissance dans un monde de plus en plus brutal, que l'Europe se ressaisisse, mais avec quelle stratégie ? Moi, ce que j'attends de la présidente von der Leyen, c'est de proposer une stratégie justement de puissance. Et la stratégie de puissance, elle se tourne autour de 4 axes. Pas être une puissance à l'américaine ou à la chinoise avec cette tentation impérialiste omniprésente, mais une puissance globale, durable, responsable, qui se redonne la volonté d'une affirmation géopolitique pour peser dans les rapports de force, parce que le monde est fait de rapports de force aujourd'hui. Ce n'est plus la mondialisation heureuse du tout commerce. Un leadership scientifique et technologique. On produit les cerveaux de l'Amérique aujourd'hui, c'est pas normal, il faut les garder. Moi j'ai un gamin de 16 ans, il veut être chercheur, mais il a déjà en tête qu'il faut qu'il aille au moins avoir une expérience aux États-Unis et en Chine pour être un bon mathématicien. Et donc
ça, c'est essentiel, mais aussi qu'on ait une capacité commune de produire des biens communs, et notamment dans le domaine de l'énergie, de la santé, de l'éducation. Il faut qu'à l'échelle de ce continent, on produise ces biens parce que les États seuls n'ont plus les moyens de le faire, et inventer la prochaine étape démocratique, parce que les citoyens veulent participer à la vie publique, tant locale, nationale qu'européenne. C'est ça la puissance de l'Europe que Madame von der Leyen doit pousser, à mon sens. Mais pour cette stratégie de puissance, il faut un leadership en Europe. Est-ce que la difficulté de plusieurs pays que vous avez mentionnés, dont la France, ne compromet pas justement ce leadership? Écoutez, le leadership, c'est une question à la fois d'institutions et d'hommes. Le prochain conclave qui se tiendra autour d'Antonio Costa, le président du Conseil européen, mi-janvier, mettra à son cœur le sujet du leadership, comment on recrée cette dynamique collective. Et le leadership ne peut pas être que politique. Il doit être aussi sociétal, c'est-à-dire que la société civile et le monde économique ont une responsabilité dans ce leadership. Alors justement, comment est-ce que les chefs d'entreprise peuvent justement prendre... Juste un exemple. On parlait, dans notre imaginaire français, on a l'imaginaire de Gaulle. Mais De Gaulle n'aurait été rien si le 19 juin, de grands industriels n'avaient mis leurs moyens à sa disposition. Donc il faut de la volonté politique, mais il faut aussi du soutien et du courage économique et industriel, et savoir donner, savoir s'engager. Non seulement en argent, mais en temps et en réflexion. Merci beaucoup Guillaume Clossat, président d'Europa Nova, président du Conclave. Vous êtes également chef d'entreprise dans la tech. Vous pouvez mentionner et vous êtes co-auteur d'un livre qui sort demain, Think Together 2024, 11 rapports qu'il faut avoir lus pour comprendre le monde. Vous êtes donc co-auteur de ce livre. David. Merci à tous les deux. Stéphane, à demain 6h pour le tour de l'actualité économique. À suivre les coulisses de la politique. Marcelo Westfred raconte la réunion d'hier entre le président et les partis politiques pas opposés à un accord de non-censure. Mais avant, Karine Dijoux, et si on parlait français, Radio